Alors aujourd'hui, on se penche sur une idée qui peut paraître un peu folle au premier abord. Hmm. Et si un seul port, un unique port au Pérou, était en train de rendre le canal de Panama complètement obsolète? L'idée est radicale, c'est vrai. Oui, mais c'est pourtant la question qui ressort très clairement des documents qu'on a sur la table. On va parler du mégaport de Shanghai. C'est exactement ça. Et nos sources, qui sont une analyse stratégique assez pointue et un script vidéo très visuel, ne le décrivent pas du tout comme un simple port. Non, c'est plus que ça. Bien plus. Elles le présentent comme l'épicentre d'un séisme logistique, le cœur d'un nouveau corridor qui change tout pour l'Amérique du Sud. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment ce projet, qui est piloté par la Chine, ne fait pas que construire des quais, mais redéfinit des routes commerciales, des routes vieilles de plusieurs siècles. Et on va voir comment ça impacte des ressources clés, comme le lithium. Et, au final, ce que ça change dans l'équilibre mondial. Alors, commençons par la base. Ce port, Shanghai, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Pour bien visualiser, il faut vraiment oublier l'image du port classique. Les documents insistent beaucoup là-dessus. Ils parlent d'un géant de la 5G. C'est une bonne image, ça. Concrètement, ça veut dire des grues qui sont entièrement automatisées, elles se déplacent toutes seules, pilotées par une IA. Et puis il y a la profondeur, 17,8 mètres. Ah oui, c'est énorme. C'est ce qu'il faut pour accueillir les plus gros navires du monde. On parle des monstres des mers qui peuvent transporter jusqu'à 24 000 containers. Et ça, cette capacité à accueillir ce qu'on appelle les navires post-Panamax ou ultra-larges, c'est le premier point de rupture. Pourquoi? Parce que le canal de Panama, même après son dernier élargissement, est déjà à saturation. Il y a des files d'attente qui durent des jours, parfois des semaines. Ce qui doit coûter une fortune aux transporteurs. Un coût phénoménal. Shanghai, lui, est conçu pour que ces géants accostent directement sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, sans même penser au canal. C'est un vrai changement de catégorie, quoi. Donc, avant même de parler de ce qui se passe à terre, le simple fait que ce port existe, ça crée une alternative à un goulet d'étranglement mondial. Exactement. Et l'aspect terminal intelligent, ça va encore plus loin. La 5G, l'automatisation, c'est pas des gadgets. D'accord? Ça permet de gérer les flux en temps réel, d'optimiser le chargement, le déchargement. Ça réduit le temps de manière drastique. Un navire à quai, c'est un navire qui perd de l'argent. Shanghai promet une efficacité maximale. La technologie est une déclaration d'intention, en quelque sorte. Voilà. Ce port, ce n'est pas un simple point de passage. C'est un hub logistique de classe mondiale qui est pensé pour la vitesse. Et les sources sont claires. Le projet est contrôlé par le groupe chinois COSCO. C'est un des plus grands transporteurs maritimes mondiaux. J'imagine que ce n'est pas anodin qu'un acteur étatique chinois contrôle une infrastructure aussi stratégique au Pérou. C'est tout sauf anodin. C'est une pièce maîtresse de ce que Pékin nomme les nouvelles routes de la soie. L'idée pour la Chine, c'est pas juste de construire et de s'en aller. Non, bien sûr. C'est de créer et surtout de contrôler des nœuds logistiques clés partout dans le monde, pour sécuriser ses propres approvisionnements, ses exportations. En contrôlant Shanghai, COSCO s'offre une tête de pont pour un corridor qui traverse tout le continent. Voilà. Le corridor, c'est là que le projet devient vraiment vertigineux. Le port, ce n'est que la porte d'entrée. Nos documents décrivent la suite comme une sorte d'autoroute de la soie sud-américaine. L'analogie qui m'a le plus marqué, c'est celle-ci. Au lieu de contourner une immense chaîne de montagnes en bateau, ce qui prend des semaines, on vient de percer un tunnel en plein cœur de la montagne. C'est une excellente image. Ce tunnel, c'est un réseau de routes et, à terme, de voies ferrées qui est en construction ou en modernisation. Pour relier quoi à quoi exactement? Pour relier Shanghai, sur le Pacifique, au cœur agricole et industriel du Brésil, de l'autre côté, sur l'Atlantique. C'est ce qu'on appelle un corridor bio-océanique. Et c'est cette traversée du continent qui est la vraie révolution. Le script vidéo qu'on a donne un chiffre qui est presque difficile à croire. Je pense savoir duquel vous parlez. Pour une cargaison de soja brésilien qui part en Chine, le trajet passerait de 40 jours à seulement 23 jours. 17 jours de moins. C'est une réduction de presque 40%. Pour un secteur comme l'agro-industrie brésilienne, ça doit absolument tout changer. Ça change tout. La compétitivité, les coûts de stockage, même la fraîcheur des produits. Pour le Brésil, qui est le premier exportateur mondial de soja et dont la Chine est le principal client, c'est une aubaine. D'accord. Mais il faut voir le flux dans les deux sens.
D'un côté, les matières premières sud-américaines, le soja, le minerai de fer brésilien, partent vers l'Asie beaucoup plus vite. Ça, je vois bien l'avantage. Mais dans l'autre sens, faire venir des produits chinois jusqu'à Shanghai pour ensuite leur faire traverser les Andes et l'Amazonie en camion, ça semble incroyablement complexe, non? C'est une excellente question. Plus complexe qu'un trajet tout en bateau, en tout cas. Quel est l'intérêt? C'est là qu'on touche au cœur de la stratégie. Une stratégie qui est autant géopolitique que commerciale. Oui, c'est complexe. Mais Immense. Elle permet de livrer des marchandises au cœur du marché brésilien, puis de les réexpédier depuis la côte atlantique vers où? vers l'Afrique ou l'Europe, en évitant complètement les routes maritimes du Nord. On bypasse le canal de Panama, mais potentiellement aussi toutes les routes qui passent par les États-Unis. On crée un axe commercial sud-sud totalement autonome. Donc ce corridor, il profite d'abord aux géants brésiliens, mais j'imagine que les pays qui sont sur le tracé, comme la Bolivie, ils doivent y voir une opportunité incroyable. Une opportunité, c'est bien plus que ça. Pour la Bolivie, c'est une véritable révolution. Il faut se rappeler le contexte, hein. Un pays enclavé? Voilà, un pays historiquement enclavé, sans accès direct à la mer. Son économie a toujours été freinée par ça. Pour exporter, la Bolivie a toujours dépendu de ses voisins, surtout des ports chiliens. Et la Bolivie, aujourd'hui, ça rime avec triangle du lithium. Le pays aurait les plus grandes réserves au monde de cet or blanc, indispensable pour toutes nos batteries. Précisément. Et jusqu'à maintenant, pour que ce lithium arrive sur le marché mondial, et surtout en Chine, qui est le plus grand fabricant de batteries, il fallait passer par le Chili. Ce qui crée une dépendance. Une dépendance politique et économique très forte. Si les relations avec Santiago se tendent, l'accès à la mer devient plus cher, plus compliqué. Et donc Pékin avait un intermédiaire obligé entre la matière première et ses usines. Exactement. Et si on connecte ça à la vision d'ensemble, Shanghai et son corridor offrent à la Bolivie une souveraineté nouvelle sur ses ressources. C'est-à-dire, Elle peut désormais exporter son lithium directement via le Pérou, sur une route qui est contrôlée par son client principal, la Chine. C'est une artère directe qui se crée entre la mine bolivienne et l'usine chinoise. L'intermédiaire chilien est court-circuité. ce qui donne à la Bolivie un pouvoir de négociation qu'elle n'avait jamais eu auparavant. Jamais. Et pour la Colombie, qu'on a mentionné, Les sources parlent aussi d'une connexion. c'est le même enjeu. C'est un enjeu différent mais complémentaire. Pour la Colombie, le corridor, il offre la possibilité de connecter plus facilement ses zones de production agricole à l'intérieur du pays au marché asiatique. D'accord. C'est peut-être moins spectaculaire que le lithium, mais en termes de développement économique, c'est une perspective très importante. Ce corridor, ce n'est pas une ligne unique. Il faut le voir comme une colonne vertébrale à laquelle peuvent se greffer plusieurs économies de la région. Donc, si on récapitule, on a un port monstre qui défie Panama, un corridor qui coupe le continent en deux, un accès direct à des ressources critiques. On ne parle plus de logistique là, on est en pleine géopolitique. On est en plein dedans. Et c'est là que l'analyse stratégique qu'on a introduit un concept très fort, celui du pivot sud-sud. Le pivot sud-sud, L'idée, c'est que ce corridor physique crée un nouvel axe économique et politique. Il permet à la Chine et à ses partenaires des BRICS, comme le Brésil, de commercer massivement entre eux, en évitant les points de friction géopolitiques traditionnels. c'est-à-dire les détroits et les canaux qui sont surveillés par les puissances occidentales. Exactement. On pense au détroit de Malacca, en Asie, ou même au canal de Suez. Ce sont des points de passage obligés pour le commerce mondial et ils sont sous haute surveillance, notamment par la marine américaine et ses alliés. D'accord. En créant ce flux direct Pacifique-continent Atlantique, la Chine et ses partenaires, en fait, ils diversifient leurs routes. Ils réduisent leur vulnérabilité à d'éventuels blocages. C'est une sorte de police d'assurance géopolitique. Le script vidéo se termine avec une phrase choc qui résume bien cette idée. Elle est assez provocatrice. Oui, et elle résume parfaitement l'interprétation des faits qui est présentée dans nos sources. Je la cite, « Le centre de gravité a basculé. L'Amérique du Sud n'est plus l'arrière-cour de Washington, mais la façade pacifique de l'Eurasie. » C'est une phrase très, très forte. Mais est-ce que les sources ne vont pas un peu vite? L'influence américaine, qu'elle soit économique, culturelle, militaire, elle ne va pas s'effacer comme ça à cause d'un port, même un mégaport. C'est une excellente remarque, et il faut nuancer, bien sûr. Les documents ne parlent pas d'une rupture brutale. Ils parlent d'un basculement du centre de gravité. Ce n'est pas la même chose. Non. L'élément qui est nouveau et fondamental, c'est qu'une alternative crédible et massive existe maintenant. Avant Shanghai, l'Amérique du Sud était orientée soit vers elle-même, soit vers le Nord, l'Europe et l'Amérique du Nord. Et maintenant?
ce projet lui ouvre une deuxième porte, une porte grande ouverte. Et cette porte donne directement sur l'Asie. Pour les pays de la région, ça signifie plus d'options. Et donc plus d'autonomie stratégique. C'est fascinant. On est parti d'un point sur une carte, un port au Pérou, et on arrive à un rééquilibrage potentiel des pouvoirs à l'échelle mondiale. Absolument. Si on devait résumer notre exploration, on pourrait dire que Shanghai, c'est d'abord un terminal intelligent qui change les règles du jeu logistique. Oui. Ensuite, que c'est la clé de voûte de ce corridor bio-océanique qui fait gagner un temps précieux et qui redessine les flux commerciaux. Et enfin, que ce corridor débloque le potentiel de ressources stratégiques, comme le lithium bolivien, en les connectant directement au cœur de l'industrie mondiale. Et pour conclure sur la portée globale, Les sources sont claires. Shanghai, ce n'est pas juste un projet d'infrastructure, c'est le symbole le plus tangible d'un réalignement où les nations du Sud global construisent leurs propres axes de développement, de plus en plus indépendamment des routes historiques du XXe siècle. et ça m'amène à une dernière pensée pour continuer la réflexion. Notre analyse s'est concentrée sur l'impact logistique, géopolitique, mais les documents l'évoquent en filigrane. Ce tunnel à travers le continent, il traverse l'Amazonie, les Andes, des écosystèmes parmi les plus fragiles du monde. Quelles pourraient être les conséquences environnementales d'une telle artère ? Et sur le plan diplomatique, quelle tension cette nouvelle proximité avec la Chine ne manquera pas de créer entre les pays sud-américains eux-mêmes et avec leurs grands voisins du Nord ? Ce sont des questions absolument cruciales. On a vraiment l'impression que la construction de ce port, ce n'est que le premier chapitre d'une histoire bien plus complexe.